D'un ragoût amer à une cargaison de laitue, ces 5 récits bouleversants révèlent comment des légumes ordinaires sont devenus mortels. Découvrez les détails glaçants de tragédies inattendues où de simples repas et des tâches de routine ont conduit à des pertes inimaginables. Préparez-vous à remettre en question ce que vous pensiez être sans danger. Le 28 juillet 2010 devait être une journée ordinaire à Mount Carroll, dans l'Illinois. Ce matin-là, 3 jeunes hommes, Wyatt Whitebread, Alex Pacas et Will Piper, se rendaient au complexe de stockage de grains Hasbach où ils devaient descendre le maïs. Pourtant, à la tombée de la nuit, cette petite ville rurale allait être frappée par une tragédie indescriptible. À seulement 14 ans, Wyatt Whitebread était un garçon plein de vie. Il était excité à l'idée de toucher son premier salaire en travaillant chez Hasbach, mais quelque chose avait changé. Wyatt avait récemment exprimé son malaise face à la nature de son travail, déclarant même qu'il espérait ne plus jamais voir un grain de maïs de sa vie. Ses collègues, Alex Pacas, 19 ans, et Will Piper, 20 ans, étaient tout aussi inexpérimentés. Aucun d'eux ne mesurait pleinement les dangers du travail qu'ils allaient entreprendre ce jour-là. Débloquer des grains de maïs coincés dans un silo de 4 étages. La tâche, appelée « descendre le maïs », consistait à pelleter les grains pour les diriger vers une ouverture centrale au fond du silo, permettant au maïs de s'écouler dans un convoyeur en dessous. Au début, le travail semblait se dérouler sans problème, mais les conditions étaient extrêmement dangereuses. Sous les 250 000 boisseaux de maïs humides et compactés se trouvait un système de convoyeur actif qui transformait les grains en un piège mouvant. Wyatt, 14 ans, a commencé à s'enfoncer dans le maïs. Vers 9h45, les grains humides l'avalant comme des sables mouvants. Alex et Will ont réagi immédiatement. Les 2 garçons ont tenté de tirer Wyatt par les bras, mais leurs efforts furent de vain. La surface instable a cédé sous leurs pieds, et rapidement, Alex et Will ont commencé à s'enfoncer à leur tour. Wyatt a disparu en premier, enseveli sous les grains de maïs qui coulaient en cascade. Alex et Will luttaient pour rester à la surface, les grains s'accumulant inexorablement autour d'eux. Les appels à l'aide d'Alex s'étaient de fait de plus en plus faibles jusqu'à ce que le maïs atteigne son cou, puis son menton. Will, coincé jusqu'à la poitrine, utilisait son bras libre pour tenter d'écarter les grains du visage d'Alex, mais il n'a pas pu suivre le rythme de l'avalanche. Peu après, il n'a rien pu faire d'autre que regarder, horrifié, son ami disparaître, tout en se demandant s'il serait le prochain. Bientôt, le maïs atteignit son menton. Le superviseur de Hasbach, Matt Schaffner, a appelé les secours avant de descendre lui-même dans le silo pour essayer de dégager les garçons. Mais il s'est vite rendu compte que la tâche était impossible. Les pompiers de Mount Carroll sont arrivés en quelques minutes, comprenant immédiatement l'ampleur de la situation. Les silos à grains sont tristement célèbres pour leur dangerosité. Et en extraire des victimes nécessite des techniques spécialisées. Pompiers, ambulanciers et équipes de secours techniques se sont rassemblés sur les lieux, au total plus de 200 intervenants. Ils ont utilisé des aspirateurs à grains, des tubes de sauvetage fabriqués sur mesure et même des méthodes improvisées comme découper le fond d'un seau pour protéger le visage de Will. Malgré leurs efforts, le travail avançait lentement dans une chaleur suffocante avec une température ressentie de 45 degrés Celsius à l'intérieur du silo métallique. Will Piper est resté piégé pendant près de 6 heures, son corps immobilisé et son esprit hanté par la mort de ses amis. À un moment donné, les sauveteurs lui ont demandé de tenir le corps sans vie d'Alex pour créer de l'espace pour l'aspirateur. Will a finalement été secouru et transporté à l'hôpital. Le corps d'Alex a été récupéré, mais les restes de Wyatt étaient ensevelis sous des couches de maïs. Les sauveteurs ont travaillé tard dans la nuit pour récupérer les restes du jeune garçon de 14 ans. La perte de Wyatt Whitebread et d'Alex Pacas a dévasté leur famille. Will Piper a été profondément marqué. Cette tragédie a également mis en lumière de graves manquements à la sécurité chez Hasbach LLC. L'enquête de l'OSHA a révélé 25 violations de sécurité, dont 12 classées comme intentionnelles. Les garçons n'avaient reçu aucune formation en sécurité et avaient été envoyés dans le silo alors que le convoyeur en dessous était en marche, une violation flagrante des protocoles de sécurité. Hasbach LLC a été initialement condamné à une amende de 555 000 $, réduite ensuite à 200 000 $, ce qui a suscité l'indignation des familles des victimes. Des poursuites civiles ont suivi et un jury a accordé près de 17 millions de dollars de dommages. 8 millions de dollars pour les familles de Wyatt et d'Alex et 875 000 $ pour Will. Ce verdict, un record pour le comté de Carroll, n'a cependant apporté que peu de réconfort aux familles endeuillées.
Carla, la mère de Wyatt, ancienne major de l'armée, a eu du mal à accepter que son fils ne lui ait pas dit qu'il travaillait dans un silo. Annette, la mère d'Alex, a été hantée par l'idée que son fils est mort terrifié. Ses derniers instants envahis par la peur. Rien ne pouvait ramener leurs enfants. La vie peut basculer en une fraction de seconde de manière totalement inattendue, une vérité que la ville de Laïchevo, nichée près du fleuve Volga dans la République du Tatarstan en Russie, a douloureusement apprise un jour fatidique de 2013. Tout a commencé par une simple tâche domestique qui s'est transformée en une perte catastrophique, laissant une jeune fille comme seule survivante de sa famille. Tout débuta lorsque Mikhail Tchelichev, un professeur de droit de 42 ans à l'Université fédérale de Kazan, descendit dans la cave familiale. Ce qui devait être une tâche simple et routinière s'est rapidement transformé en tragédie. À son insu, les pommes de terre stockées dans la cave avaient pourri, libérant une odeur nauséabonde et surtout un gaz mortel. Les glycoalcaloïdes, des composés toxiques naturellement présents dans les pommes de terre, avaient atteint des niveaux létaux, créant un piège invisible dans cette petite pièce. Peu après être entré, Mikhail fut submergé par les vapeurs toxiques et s'effondra, incapable de se relever. Quand Mikhail ne remonta pas, sa femme Anastasia s'inquiéta. Cette femme de 38 ans, préoccupée par la sécurité de son mari, décida de descendre à son tour dans la cave. Malheureusement, cette décision scella son destin. À peine entrée, elle fut elle aussi submergée par le gaz toxique et s'effondra aux côtés de son mari. Leur fils, Georgi Chelichev, âgé de seulement 18 ans, s'alarma de l'absence prolongée de ses parents. Après tout, ils étaient supposés entrer dans la cave et remonter aussitôt, comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. Inquiet, Georgi entra dans la cave à son tour, mais succomba au même sort tragique. Pendant ce temps, la mère d'Anastasia, Iraïda, âgée de 68 ans, devint de plus en plus anxieuse. Elle ressentait que quelque chose n'allait pas avec sa famille. Cherchant de l'aide, elle appela un voisin. Mais Iraïda ne put attendre l'arrivée des secours. Prenant les choses en main, elle descendit elle-même dans la cave. Tragiquement, elle rejoignit sa famille dans la mort avant que quelqu'un ne puisse intervenir. Dans un retournement de situation qui semble tiré d'un conte de fées, la fille de la famille, Maria Chelicheva, âgée de 8 ans, fut la seule survivante. Lorsqu'elle atteignit la cave, elle trouva la porte ouverte, ce qui avait permis au gaz mortel de se dissiper suffisamment pour épargner la fillette. Mais la scène qui s'offrit à elle la marquerait à jamais. Toute sa famille, son père, sa mère, son frère et sa grand-mère, gisaient sans vie sur le sol. Il était trop tard. Cette tragédie laissa Maria orpheline et inconsolable. Elle fut prise en charge par des membres de sa famille, mais rien ne pouvait ramener ses proches. Son père, le professeur Mikhail Tchelichev, fut honoré par l'Université fédérale de Kazan lors d'une cérémonie émouvante dans son grand hall de marbre. Cet incident dévastateur mit en lumière les dangers insoupçonnés des aliments du quotidien. Les pommes de terre, un aliment de base, peuvent produire des glycoalcaloïdes toxiques comme la solanine et la chaconine, en particulier lorsqu'elles sont mal stockées ou laissées à pourrir. Ces composés perturbent les membranes cellulaires et affectent le système nerveux, provoquant des symptômes tels que faiblesse, confusion et, dans les cas graves, la mort. L'exposition à la lumière, le vieillissement et les dommages physiques augmentent considérablement les niveaux de glycoalcaloïdes, concentrant les toxines juste sous la peau. Bien que rare, l'empoisonnement par les pommes de terre peut avoir des conséquences fatales, comme cette tragédie l'a si douloureusement démontré. Le 29 janvier 1931, en fin d'après-midi, les voisins et amis s'étaient rassemblés dans la ferme d'Edward et Delphine Hein, près de Grafton, dans le Dakota du Nord. Les Hein organisaient une soirée festive avec dîner, danse, rires et jeux. Une parenthèse bienvenue au cœur d'un hiver rigoureux. Mais au fil de la soirée, un repas innocent allait marquer à jamais l'histoire de l'État. La fête s'acheva avec un repas préparé par Delphine. Parmi les plats servis figurait une salade de pois composée de pois en conserve maison, de mayonnaise, de fromage et de laitue. Mais ces pois, préparés par Delphine elle-même, dissimulaient un danger mortel dont personne, y compris les Hein, n'avait conscience. Le cauchemar commença le lendemain. Arthur Jorambi, un fermier de 31 ans, ressentit de violentes douleurs à l'estomac alors qu'il effectuait ses tâches quotidiennes. Il alerta sa famille, qui appela des médecins en urgence, mais rien ne put le sauver. Le samedi, Arthur tomba dans le coma. Les médecins identifièrent bien rapidement la cause de son mal, une intoxication au botulisme,
provoquée par la toxine botulinique produite par la bactérie Clostridium botulinum. Dans l'après-midi, Arthur succomba aux effets de la toxine. Sa mort marqua le début d'une série tragique. Harry Chapievski, un adolescent en classe de 8e, semblait en bonne santé lorsqu'il joua un match de basket vendredi soir. Pourtant, le lendemain, il était mort. Sa mère, Madame Thomas Chapievski, décéda un jour plus tard, suivie de près par sa meilleure amie, Madame Elmer Stock, également présente à la fête. La famille Hein ne fut pas épargnée. Edward Jr., leur fils de 16 ans, tomba malade le premier et mourut le samedi soir. Delphine elle-même succomba seulement 4 heures plus tard. Le dimanche soir, Edward Sr. et leur fille aînée, Elisabeth, âgée de 20 ans, perdirent également la vie. Geneviève, âgée de 15 ans, décéda tôt le lundi matin. Au total, 13 convives perdirent la vie en 9 jours. Parmi les victimes figuraient des amis de longue date, des proches et des voisins. Les symptômes, vertige, troubles de la vision et insuffisance respiratoire, révélaient l'avancée inexorable de la toxine. Ceux qui survécurent, comme Elmer Stock, n'échappèrent à la mort que par hasard. Elmer n'avait pas mangé la salade. Les experts médicaux réagirent rapidement une fois le botulisme identifié comme coupable. Un spécialiste de l'Université de Chicago se rendit à Grafton avec du sérum antitoxique, mais ce traitement était rare, coûteux et efficace uniquement s'il était administré au début de l'intoxication. À son arrivée, la majorité des victimes étaient déjà au-delà de tout espoir. La dernière victime, Winfield Ware, mourut 9 jours après la fête, après une brève amélioration suivie d'une détérioration rapide. 3 des enfants Hein survécurent cependant, Richard 14 ans, Wilfred 12 ans et Marvin 3 ans. Ils furent épargnés uniquement parce qu'ils étaient trop jeunes pour assister à la fête et étaient restés dans leur chambre cette nuit-là. Mais leur survie eut un coût inimaginable, ils perdirent leurs 2 parents et 3 de leurs frères et sœurs en quelques jours. Recueillis par des proches, leur vie fut à jamais bouleversée. Richard, surnommé Dick, dut rapidement grandir. Il quitta le foyer de ses proches pour travailler comme ouvrier agricole, puis fonda plus tard une exploitation laitière prospère dans le Minnesota, où il s'éteignit en 2013 à l'âge de 96 ans. Wilfred, surnommé Bill, travailla dans l'industrie aéronautique en Californie, tandis que Marvin, affectueusement appelé Buddy, retourna dans le Dakota du Nord après avoir servi pendant la Seconde Guerre mondiale et se lança dans le commerce des céréales. Malgré leur résilience, le traumatisme de la tragédie les accompagna toute leur vie. Le souhait poignant de Dick de sauver l'alliance de mariage de leur mère, afin qu'ils conservent un souvenir d'elle, témoignait de la profondeur de leur perte. Cette tragédie fut sans précédent dans l'histoire de Grafton et de l'Amérique du Nord. Les habitants pleurèrent les victimes lors de funérailles qui s'étalèrent sur 4 jours, pendant lesquels les commerces fermèrent et une période de deuil fut décrétée. La peur se propagea, poussant les ménagères à jeter leurs conserves maison, certaines vidant même leurs garde-manger malgré les difficultés économiques de la Grande Dépression. Pendant des mois, des familles ne consommèrent que des aliments simples comme du pain grillé et du thé, craignant des dangers invisibles dans leur nourriture. Malgré la douleur, cette catastrophe servit de leçon. Elle mit en lumière l'importance des bonnes pratiques de conservation alimentaire, notamment la stérilisation et l'utilisation d'autocuiseurs pour les aliments peu acides. Bien que le botulisme reste rare, la tragédie de Grafton rappelle son potentiel meurtrier. Aujourd'hui, les avancées en matière de sécurité alimentaire et d'éducation visent à prévenir de telles catastrophes. Mais le souvenir de la fête des pois empoisonnés demeure un avertissement gravé dans l'histoire d'une ville qui ne pourra jamais oublier. Tout commença comme un dimanche ordinaire dans un paisible village près de Heidenheim, en Allemagne. Ludwig A., un homme de 79 ans, et son épouse Inge, âgée de 80 ans, passèrent la matinée à l'église. Ensuite vint le moment de leur traditionnel rôti dominical. Cependant, ce jour-là, le couple décida de remplacer leur tradition culinaire par un copieux ragoût de légumes. Mais ce qui semblait être un repas anodin allait se transformer en une tragédie inimaginable. Les courgettes, ingrédient central du ragoût, provenaient du jardin de la belle-sœur de Ludwig, qui en offrait chaque année. Accompagnées de pommes de terre, d'oignons et de navets, elles constituaient la base de leur déjeuner. Pourtant, en dégustant leur plat, Ludwig et Inge remarquèrent quelque chose d'étrange. Leur ragoût avait un goût inhabituellement amer. Habitués à des saveurs amères grâce aux radis de leur jardin, ils n'y prêtèrent pas grande attention. Mais cette amertume était différente. Inge choisit de ne pas finir son assiette, tandis que Ludwig mangea tout son plat malgré l'amertume. 2 heures plus tard, ils regrettèrent leur décision.
Tous deux tombèrent violemment malades, souffrant de nausées, de vomissements incessants et de diarrhée, mais l'état de Ludwig se détériora beaucoup plus rapidement. Sa force diminua, son visage prit une teinte jaunâtre. Alarmés, ils décidèrent de consulter un médecin. Leur médecin de famille les dirigea immédiatement vers l'hôpital où le diagnostic fut posé. Une grave intoxication due à la cucurbitacine, un composé toxique parfois présent dans les plantes de la famille des cucurbitacées comme les courgettes. Ce composé toxique, rare dans les légumes cultivés, peut réapparaître à la suite de croisements avec des plantes sauvages. Son goût amer agit comme un avertissement, mais Ludwig et Inge ignoraient ce danger. La toxine attaqua leurs organes de manière dévastatrice. Chez Ludwig, elle provoqua une inflammation des poumons et, selon Inge, détruisit ses intestins. Inge, qui avait mangé moins et vomi davantage, commença à se rétablir. Mais l'état de Ludwig s'aggrava irrémédiablement. Inge se rétablit complètement et quitta l'hôpital, mais Ludwig ne survécut pas. 3 jours après leur repas, Ludwig décéda. Inge, bouleversée, confia plus tard que sa survie était probablement due à sa réaction rapide et intense qui avait expulsé une grande partie de la toxine avant qu'elle ne cause des dommages irréversibles. Cette mort tragique entraîna une enquête des autorités sanitaires et du parquet d'Ellwangen. Le Bureau d'enquête chimique et vétérinaire, CVUA, émit une mise en garde urgente. Il est impératif de ne pas consommer des légumes tels que les courgettes, les citrouilles et les concombres présentant un goût amer, car cela pourrait indiquer la présence de cucurbitacine. Maria Roth, directrice du CVUA, confirma que le décès de Ludwig était le premier cas mortel enregistré en lien avec cette toxine dans des courgettes. En janvier 2007, Sheila Keros et son mari, Dane, routier chevronné originaire de McLeod, Oklahoma, effectuaient un trajet de routine. Ils s'étaient rendus à Yuma, en Arizona, pour récupérer des marchandises dans une usine de Dole. Mais ce qui devait être une soirée ordinaire prit une tournure tragique, bouleversant à jamais la vie de toutes les personnes impliquées. Ce soir-là, à leur arrivée à l'usine en Arizona, Sheila descendit de leur camion pour récupérer les documents relatifs à leur chargement. Cependant, lorsque cette femme de 47 ans ne revint pas, son mari, Dane, fut pris d'une vive inquiétude. Lui aussi sortit du camion pour chercher sa femme dans les environs, mais en vain. Ne trouvant aucune trace de Sheila, Dane alerta la police de Yuma et demanda leur aide. Les agents menèrent une recherche approfondie, mais Sheila restait introuvable. À mesure que les heures se transformaient en jours, sa disparition demeurait un mystère. 3 jours plus tard, un employé d'un centre de distribution de l'enseigne Hy-Vee, situé à Chariton dans l'Iowa, fit une macabre découverte. Le corps de Sheila fut retrouvé à l'arrière d'un semi-remorque livrant de la laitue. Ce camion, appartenant à une autre société de transport, s'était trouvé dans la même usine, Dole à Yuma, la nuit où Sheila avait disparu. Les autorités déterminèrent que Sheila avait été coincée dans le camion lors du chargement et que la pression exercée par les palettes de laitue avait causé sa mort. Selon le docteur John Kramer, l'autopsie révéla que Sheila était décédée par asphyxie. Les enquêteurs pensent que Sheila a été accidentellement poussée dans la remorque par un chariot élévateur opérant dans la zone de chargement. Non remarquée par le conducteur du camion, elle s'était retrouvée piégée entre les lourdes palettes de produits. La pression intense l'empêcha de respirer. Sheila perdit la vie le mardi 30 janvier 2007. Les déclarations de Dole confirmèrent la coopération de l'entreprise avec les forces de l'ordre, mais cela n'apporta que peu de réconfort à la famille endeuillée de Sheila. La laitue du chargement fut détruite, un détail insignifiant face à une perte si tragique. Sheila, décrite comme une routière dévouée et une épouse aimante, avait travaillé aux côtés de Dane pendant des années. Marié depuis 1980, le couple partageait un fils, Daniel, et une petite fille. Ses funérailles, organisées le 5 février 2007, réunirent sa famille et ses amis pour honorer sa mémoire.